de tout ce qu'on a vu jusqu'au-là. L'objectif principal, il ne faut pas oublier, c'est le raisonnement. Ça veut dire déduire ce qui est vrai à travers ce qui est vrai. Donc, la première fois, on l'a fait en se basant rien que sur l'écriture des formules. Maintenant, on va essayer de faire le raisonnement en se basant sur le sens des formules, le sens des mots dans le langage propositionnel, le sens ou l'interprétation des formules et autres, donc dans le langage logique. Ça peut être que les deux valeurs, donc une formule ne peut avoir que deux valeurs, que deux sens différents. C'est soit qu'elle soit vraie, soit qu'elle soit fausse. Donc, pour interpréter, par exemple, une formule telle que celle que vous voyez sur l'écran, on a à interpréter ces variables proportionnelles qui la composent et les connecteurs aussi qui la composent. Donc, pour l'interprétation des variables, c'est les deux valeurs qui sont possibles, vrai ou faux. Pour l'interprétation des connecteurs, c'est basé sur un ensemble de règles. Donc, par exemple, la conjonction n'est vraie que si les deux sont avérés. La disjonction, pareil, n'est vraie que si l'un des deux est vrai. L'implication n'est vraie que si soit le premier est faux, c'est-à-dire la cause est fausse, ou encore la conséquence qui est vraie. La double implication n'est vraie que si les deux sont vrais, ou encore les deux en même temps sont fausses. Cet ensemble de règles peut être regroupé dans ce qu'on appelle une table de vérité. Donc, vous connaissez très bien les tables de vérité, vous allez être très à l'aise avec cette partie. Dans une table de vérité, la ligne ou une combinaison possible est appelée une instantiation. Donc, c'est une instantiation. Vous avez le connecteur négation qui est un connecteur linéaire. Donc, ces deux cas sont possibles. Mais pour les autres connecteurs binaires, vous avez 4 cas possibles. Donc, en général, si vous avez n variables, vous aurez de la puissance n, combinaison ou instantiation différente. Je dis bien différente. Très bien. Donc, en se basant sur cet ensemble de tables de vérité, on peut par exemple interpréter une formule telle que celle que vous voyez sur l'écran. Donc, il ne faut pas oublier, quand vous voulez tracer une table de vérité d'une formule, de passer d'abord par ses sous-formules pour ne pas commettre des erreurs. Donc, il faut d'abord mettre les colonnes qui sont associées aux sous-formules avant d'aller à la formule. Par exemple, cette formule, la double flèche, elle montre une des propriétés de la conjonction qui est l'associativité. Donc, vous voyez très bien que le alpha est vrai partout. Donc, si la formule est vraie partout, on parle d'une formule tautologie ou encore une formule valide. Valide, dans la première partie du chapitre, on a parlé de déduction. Donc, on va voir par la suite, à la fin de ce chapitre, que montrer une déduction, en réalité, on vient à montrer qu'une formule est valide. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, la validité d'une formule, c'est quoi? C'est une formule qui est tout le temps vraie pour toute instantiation. Ou encore, on l'appelle aussi tautologie. Et voilà le symbole qu'on utilise. Donc, c'est une barre verticale suivie de deux barres horizontales. Collées. Ils sont bien collés. Là, c'est pas bien fait, mais c'est bien collé. J'ai pas trouvé le symbole là, le plus adéquat. Parfois, on s'intéresse plutôt à une formule qui peut être vraie dans une ligne. C'est pas qu'il est tout le temps valide, vraie, mais elle est vraie pour quelques combinaisons. Donc, on parle d'une formule satisfiable ou encore satisfaisable. Si c'est le cas, si ça existe une ligne ou une instantiation pour laquelle la formule est vraie, on dit que la formule accepte un modèle. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire la formule est fausse partout, on parle alors d'une antilogie et dans certaines littératures, on l'appelle plutôt antitautologie. Les deux termes sont équivalents. Donc, si la formule est fausse partout, elle est dite antilogie ou encore contradictoire et donc elle n'accepte que des contre-modèles, elle n'accepte pas de modèle. Le contre-modèle, c'est quoi? C'est une instantiation. C'est une instantiation qui rend fausse la formule, contrairement au modèle. Très bien. Donc, l'exemple le plus trivial qui vient à l'esprit pour une formule tautologie, c'est la disjonction d'une formule et sa négation, ou encore d'une variable propositionnelle et sa négation. C'est le principe de tierce exclue. Ça veut dire la formule, ou la variable proportionnelle, elle est soit vraie, soit fausse. Donc, la disjonction est tout le temps vraie. Et il n'y a pas une autre valeur possible de cette formule.
pareil pour donc, cette formule est une tautologie, elle est tout le temps vraie. Par contre, la conjonction d'une formule, d'une variable et sa négation, elle est tout le temps fausse. Donc, elle n'accepte pas de modèle. Elle est donc une antilogie. Très bien. Donc là, on vous a donné des exemples de modèles, de contre-modèles. A et non A n'acceptent pas de modèle tout simplement parce qu'elle est tout le temps fausse. Très bien. Le A tout seul, il accepte un modèle. Le A comme variable, ça peut être une formule. C'est une formule atomique, qui est dite atomique. Elle accepte un modèle, c'est le cas où le A lui-même est vrai. Donc si on prend la formule non A en tant que formule, non A, ça peut être aussi une formule. Elle accepte un modèle et elle accepte un contre-modèle. Elle est vraie quand le A est faux et elle est faux quand le A est vrai. Très bien. Donc, découle de ces définitions, c'est un ensemble de propriétés. Donc, si on dit qu'une formule n'est pas une tautologie, faites attention, ça ne veut pas dire que c'est une antilogie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas une tautologie, ça veut dire qu'elle n'est pas vraie partout. Ça veut dire ça existe une ligne, au moins une instanciation pour laquelle la formule est fausse. Dans ce cas-là, elle est dite non-tautologie. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse partout. Ça veut dire qu'on ne peut pas déduire qu'elle est une antilogie. Si la formule est une tautologie, sa négation est nécessairement antilogie. Et inversement, si la négation d'une formule est une tautologie, ça veut dire elle-même c'est une antilogie. Voilà, donc si elle est vraie partout, sa négation elle est fausse partout, c'est ça le sens. Si la conjonction est tout le temps vraie, c'est obligatoirement le alpha qui est tout le temps vrai, et le bêta qui est tout le temps vrai. Par contre, si je prends la disjonction, le ou qui est tout le temps vrai, ça ne veut pas dire que le alpha et bêta sont tout le temps vrais. Parce que pour une même ligne, il se peut que soit le alpha qui est vrai, ou encore c'est le bêta qui est vrai, mais pas les deux en même temps. Donc, pareil pour l'implication, par exemple, si elle est tout le temps vraie, ça ne veut pas dire que le alpha est tout le temps vrai, le bêta est tout le temps vrai. Parce que je peux avoir, par exemple, le faux qui implique le faux qui est vrai aussi. Si par contre j'aurai l'implication qui est vraie et le alpha qui est vrai, là je peux déduire que le bêta est aussi valide. Voilà. Donc ça, c'est suivant quoi? Suivant la table de vérité des connecteurs qu'on a pu déduire tout ça. Très bien. Pour vous dire déjà, si vous dites que alpha et bêta est une tautologie, je déduis que alpha est une tautologie et bêta est une tautologie. Vous voyez qu'à travers cette remarque déjà, on peut faire le raisonnement. Si j'ai une conjonction de formules qui est vraie tout le temps, je déduis tout de suite que les sous-formules qui composent la conjonction sont aussi valides. Voilà, donc c'est des outils qu'on vous donne pour faire le raisonnement, pour déduire ce qui est valide à travers ce qui est valide. Mais tout ce qu'on a vu, c'est à travers quoi? À travers les tables de vérité. Tracer la table de vérité au-delà de 3 variables, ça devient très contraignant parce que j'aurai beaucoup de cas à traiter. Donc, vous voyez qu'avec 3 variables, on a 8 cas. Avec 4 variables, on a 16 et ainsi. Donc, c'est exponentiel. On ne peut pas se baser rien que sur la table de vérité, je parle de la sémantique, pour déduire ce qui est vrai à partir de ce qui est vrai. Par exemple, si je reviens à la table initiale, cette table-là, j'ai le alpha qui est vrai partout. Est-ce que je peux déduire, ou encore je vais prendre la ligne pour laquelle P et Q est vrai, les lignes pour lesquelles P et Q est vrai, je vais vérifier est-ce que le alpha est vrai. Je dis oui, P et Q est vrai par là, le alpha il est vrai. Donc quand elle est vraie par là, le alpha est aussi vrai. Si je prends par exemple l'inverse, est-ce que alpha est vrai? De alpha est vrai, on peut déduire que le P et Q est vrai. J'ai le alpha qui est vrai partout, mais j'ai le P et Q qui est faux par là. Donc, dans cette formule, alpha est vrai, on ne peut pas déduire que le P et Q est vrai. D'accord? Parce qu'on se base sur les instanciations, sur la table de vérité qu'on a tracée. Mais j'ai dit que ça devient contraignant à partir au-delà d'un certain nombre de variables. C'est la raison pour laquelle d'autres théorèmes ont été proposés et d'autres outils ont été donnés pour faire du raisonnement, c'est-à-dire prouver ce qui est valide à travers ce qui est valide. Donc, avant de vous donner l'énoncé d'autres théorèmes, première instanciation, pardon, je vais lire la question posée par notre collègue.
Oui, Marwa, première instantiation est un modèle dans ce cas. Oui, c'est un modèle. Première instantiation, c'est un modèle. Toutes les instantiations sont des modèles de alpha. Vous êtes d'accord? Parce que alpha est vrai partout. Le modèle, ça veut dire les lignes pour lesquelles la formule est vraie. Si je prends cette ligne alpha, si je cherche les modèles de alpha, c'est toutes les lignes qui sont des modèles de alpha. Ça veut dire quoi? P égale à vrai, Q égale à vrai, R égale à vrai est un modèle de alpha parce qu'il rend alpha vrai. Si je prends P égale à faux, Q égale à faux, R égale à faux, est aussi un modèle de alpha parce qu'il rend alpha vrai. D'accord? Mais plutôt P égale à vrai, à faux, Q égale à faux, n'est pas un modèle de P et Q parce qu'il ne rend pas P et Q faux. D'accord? Donc, c'est ça le sens de modèle. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Marwan Adil. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Très bien. Donc là, pardon, j'essaie de retrouver vos questions avant d'y aller. On va arrêter le partage, il est là. Très bien. Donc j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Donc je reprends par contre mes diapos. Voilà, elle est là. Très bien. Donc on essaie d'avancer. J'ai dit avant de donner les autres théorèmes, tout ce qu'on a dit sur une formule, ça peut être généralisé sur un ensemble de formules. Donc, je peux parler d'un ensemble de formules satisfiables, d'un ensemble de formules qui acceptent un modèle, d'un ensemble de formules qui acceptent un contre-modèle, ou encore le modèle d'un ensemble de formules. Si un ensemble de formules accepte un modèle, on dit qu'il est satisfiable. S'il n'accepte pas de modèle, on dit qu'il n'est pas satisfiable, il est insatisfiable, encore inconsistant. Donc, d'habitude, dans les années passées, on donne même un algorithme qui permet de prouver qu'un ensemble de formules est satisfiable ou qu'il n'est pas satisfiable à travers ce qu'on appelle l'algorithme de réfutation, chose qui n'est pas programmée pour cette année, mais j'aimerais bien justement de le dire, il est bien enregistré dans cette vidéo pour connaître déjà la différence entre le programme qui a été fait l'année passée et celui proposé pour cette année. Donc la seule possible, ce sera la seule différence. Donc je rappelle plutôt que c'est l'algorithme de réfutation qu'on ne va pas pouvoir faire cette année vu le temps. Est-ce que vous pouvez aller doucement? Oui. Oui, je vais aller tout doucement. D'accord. Oui, tout à fait. Je vais aller doucement. Très bien. Donc, je répète tout ce qu'on a expliqué pour une formule est aussi valable pour un ensemble de formules. Je peux parler d'un ensemble de formules satisfiables. Ça veut dire que c'est une instantiation, c'est une ligne qui rend vrai cet ensemble de formules. Si je prends par exemple un exemple de cet ensemble de formules, P flèche Q, P Q. Vous êtes d'accord que l'instanciation P égale à vrai et Q égale à vrai rend vrai la conjonction déjà et rend vrai l'application. Donc, je peux dire que cette instantiation est un modèle de cet ensemble de formules. D'accord? Et donc, cet ensemble de formules est satisfiable. Pourquoi? Parce qu'il accepte tout simplement un modèle. D'accord? Mais faites attention, si je prends par exemple le P égale à vrai, ou inversement, le P égale à faux, le Q égale à faux. Vous êtes d'accord que P égale à faux, le Q égale à faux, il rend vraie l'implication, parce que le faux implique le faux est aussi vrai. D'accord? Mais il ne rend pas vrai le P et Q. Ça veut dire que c'est un modèle pour la première formule, mais ce n'est pas un modèle pour la deuxième formule. Donc, quand on cherche une instantiation, c'est une combinaison qui rend vrai l'ensemble des formules en même temps. C'est très important. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que, voilà, par un autre exemple aussi, voilà, donc le P égale à F, Q égale à F n'est pas un modèle de cet ensemble de formules, mais plutôt, est-ce que c'est un contre-modèle? C'est pas un contre-modèle de l'ensemble de formules. C'est un contre-modèle de cette conjonction. Mais c'est pas un contre-modèle de P flèche Q, parce que là, on vrai. Ça veut dire que c'est pas un contre-modèle de l'ensemble de formules aussi. Donc, quand on cherche un modèle ou un contre-modèle, c'est une instantiation
Le modèle, c'est une instantiation qui rend vrai l'ensemble des formules. Le contre-modèle, c'est une instantiation qui rend faux l'ensemble des formules. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Parfois, c'est suivant le besoin. Vous allez voir dans le TD des exemples où on aura besoin de ces notions-là. Voilà. Très bien. Donc, un autre outil qui permet aussi de déduire ce qui est vrai à partir de ce qui est vrai, et c'est un outil que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle l'équivalence logique. L'équivalence logique de deux formules, c'est quoi? Deux formules sont logiquement équivalentes si seulement si elles ont exactement une même table de vérité. Qu'est-ce que ça signifie une même table de vérité? Le modèle, c'est clair. Donc, quelle est la différence entre modèle et contre-modèle? C'est l'inverse. Donc, le modèle, c'est une instantiation qui rend vrai une formule ou encore rend vrai un ensemble de formules. C'est tout. Donc, c'est-à-dire, si je reprends par exemple, je vais tracer la table de vérité, il n'y a pas plus facile que ça. Voilà. Donc, si je prends par exemple ces deux formules, ou encore avant d'aller à ces deux formules, si je prends P et Q, Q et R, vous êtes d'accord que cette instantiation, elle rend vrai le P et Q et les Q et R. Donc, c'est un modèle à cet ensemble de formules, lesquelles c'est P et Q, virgule, Q et R. D'accord? Si je cherche un contre-modèle de cet ensemble de formules, je cherche une ligne pour laquelle les deux formules sont à faux. C'est le cas, par exemple, de la troisième ligne. Donc, ces valeurs des variables rendent faux ces deux formules. Donc, c'est un contre-modèle de cet ensemble de formules, lequel je parle de P et Q et R. D'accord? Très bien. C'est simple que ça. Donc, c'est des notions qui sont très, très simples par rapport à ce qu'on a vu jusqu'au-là. D'accord? Et puis, c'est des choses qui se basent sur les tables de vérité. Tables de vérité, vous êtes très à l'aise parce que vous les avez déjà manipulées en algèbre, en structure machine peut-être même. Oui, en structure machine, mais même quand vous avez fait la table de Carnot, par exemple, c'est des tables de vérité qu'on simplifie, qui permettent de simplifier. Très bien, donc c'est clair pour le modèle contre modèle. Là, encore, on vous donne un autre outil qui permet de déduire ce qui est vrai à travers ce qui est vrai. J'ai dit, c'est la relation d'équivalence. Qui dit relation, faites très attention parce que de plus en plus vous rajoutez symboles. C'est pas un connecteur, c'est pas un nouveau connecteur. Donc, on utilise le terme équivalence, mais c'est loin que ce soit le connecteur double flèche qu'on a utilisé pour obtenir des formules propositionnelles. C'est pas pareil. Donc, ça, c'est le symbole d'équivalence. Donc, c'est une relation. Une relation d'équivalence, ça remplace en quelque sorte l'égalité qu'on a utilisée dans la syntaxique. Donc, ça remplace exactement l'égalité, parce que l'égalité, même en maths, c'est une relation d'équivalence. Si je dis par exemple que x est égal, tout x, je sais que c'est égal à lui-même. Donc, pareil ici, si je dis c'est une relation d'équivalence, ça veut dire elle est réflexive, symétrique et transitive. Donc, c'est tout alpha est équivalent à lui-même, parce que toute formule a exactement la même table de vérité qui est elle-même. Si alpha est équivalent à bêta, alors bêta est équivalent à alpha. Si je prends par exemple A et B est équivalent à B et A, alors B et A est équivalent à A et B, par exemple. D'accord? Elle est transitive. Si alpha est équivalent à bêta, bêta est équivalent à delta, alors nécessairement le alpha est équivalent à delta. Donc, c'est ce qu'on appelle une relation d'équivalence. Ça remplace en quelque sorte, j'ai dit, l'égalité, le symbole d'égalité que vous avez l'habitude de manipuler en maths. Voilà, rien d'autre que ça. Très bien. Donc, des exemples d'équivalence. Ici, comment est-ce que je prouve l'équivalence entre deux formules? C'est suivant sa définition elle-même. Donc, c'est suivant la définition de l'équivalence logique. Quand est-ce que deux formules sont logiquement équivalentes? Si elles ont une même table de vérité, si elles ont une même valeur de vérité pour les mêmes instantiations. Ça veut dire pour prouver que nono alpha est équivalent à alpha, je n'ai qu'à tracer la table de vérité de nono alpha et celle de alpha, et puis voir, ça veut dire je vais sur une même table, je vais mettre une colonne pour alpha, une autre pour non alpha,
et puis non alpha. Je vais voir que les colonnes de alpha et non alpha sont exactement les mêmes. D'accord? Donc, c'est la méthode qui me permet de prouver plutôt que deux formules sont équivalentes. Voilà. Très bien. Donc, le alpha et bêta, est équivalent à bêta et alpha. Pareil, pour le prouver, je ne sais pas si vous voyez comparaison. Est-ce qu'on peut vérifier l'équivalence? Merci. Merci pour cette question. Merci. Donc, prouver l'équivalence, justement, on marche petit à petit pour aller à la réponse à cette question. Donc, pour prouver l'équivalence entre deux formules sans utiliser la table de vérité, c'est grâce au théorème qu'on va voir par la suite. C'est un théorème que vous avez l'habitude d'utiliser en algèbre. Donc, vous le faites si vous n'utilisez pas la table de vérité pour prouver l'équivalence, vous le faites à travers quoi? Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle le raisonnement algébrique, si vous voulez. Donc, vous dites que, par exemple, si je prends l'exemple, attendez, je vais voir celui-là, mais on s'est précipité un petit peu, d'accord? Parce qu'il y a toute une théorie derrière ça. Donc, si je veux, par exemple, prouver que cette formule alpha qui est égale à ça, qui est équivalente à non P, non R, double flèche Q, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécrire la flèche, donc parce que le P flèche R est équivalent à non P, non R, mais vous allez me dire comment est-ce qu'on prouve que P flèche R est équivalent à non P, non R? On ne peut pas s'en passer de la table de vérité. Donc, certaines équivalences de base, on est obligé d'utiliser des tables de vérité pour le prouver, et puis on va les utiliser pour prouver d'autres équivalences. Est-ce que vous arrivez, Boukran, est-ce que vous arrivez à voir les exemples? Très bien, merci, très bien. Très bien. Donc, j'ai dit qu'il y a certaines équivalences de base, c'est-à-dire classiques, on est obligé d'utiliser la table de vérité pour les prouver. Et puis, à travers ce qu'on appelle théorème de remplacement, on va pouvoir prouver d'autres équivalences sans utiliser la table de vérité. Et c'est même l'objet d'un exercice de la série TD numérique. D'accord? Donc, je reviens un petit peu en arrière, si vous me permettez. Donc, je reviens à cette relation d'équivalence. On va aller tout doucement pour vous répondre à la question, pour celui qui a posé comment est-ce qu'on prouve l'équivalence sans utiliser la table de vérité. J'ai des exemples des équivalences. Alpha et bêta est équivalente à bêta et alpha. Suivant quoi? Dû à la commutativité, dû à la conjonction. Cette commutativité, pour la prouver, je ne peux pas s'en passer de la table de vérité. Donc, je dois utiliser la table de vérité et trouver que les deux colonnes de alpha et bêta et alpha sont exactement les mêmes. Pareil pour alpha ou bêta est équivalent à non bêta et non alpha. Pour prouver cette équivalence, on utilise la table de vérité. Pareil pour la flèche et pour la double flèche. D'accord? Maintenant, on va vous donner des énoncés de certains théorèmes pour vous permettre justement de prouver l'équivalence sans pour autant tracer la table de vérité. Avant de vous donner les théorèmes, je rappelle que c'est un symbole plutôt. Il faut faire attention. Le symbole, ce n'est pas un connecteur. Donc, le alpha équivalent à bêta n'est pas une formule. D'accord? Donc, ça, c'est une relation. Donc, ça exprime que alpha est logiquement équivalent à bêta. Très bien. Une propriété de l'équivalence très importante, si alpha est équivalent à bêta, alors le alpha double flèche bêta est une tautologie. Vous voyez déjà une propriété qui lui permet d'avoir des formules valides. Si vous trouvez deux formules qui ont une même table de vérité, ça veut dire la double flèche entre les deux formules est valide, est une tautologie. D'accord? D'autres
exemple d'équivalence entre... Madame, Oui, s'il vous plaît, la double flèche n'est pas une équivalence. on l'appelle équivalence entre formules, mais c'est un connecteur. Donc, quand je dis connecteur, ça veut dire que c'est un opérateur logique qui met le i, le ou, la flèche. Si je parle de cette double flèche, c'est un opérateur logique qui met les opérateurs arithmétiques. Par exemple, vous avez le plus, l'étoile, le moins et tout ça. En logique, vous avez le et, le ou, la négation, la flèche, la double flèche. D'accord? Donc, le tout, c'est une formule. Si le tout est une formule, je peux parler de sa validité, de sa satisfaisabilité, de son modèle, par exemple. Par contre, si j'utilise ce symbole-là qu'on vient d'introduire aujourd'hui, le tout, c'est pas une formule. D'accord? C'est comme si je dis alpha est égal à bêta. Donc, le tout, c'est pas une expression. Si vous dites x égale à y, le tout, c'est pas une... C'est x tout seul qui est une expression arithmétique. C'est le y tout seul qui est une expression arithmétique. Mais c'est pas le x égale à y qui est une expression arithmétique. Est-ce que vous voyez? Oui, madame. Merci. Très bien, très bien, très bien. Donc, là, c'est un connecteur, la double flèche. Par contre, celui-là, j'ai dit, il remplace l'égalité dans la syntaxe. On a utilisé l'égalité. Pour la sémantique, on utilise ce symbole d'équivalence. Donc, on parle d'équivalence logique. C'est clair? C'est une relation. Vous allez avoir des exemples par la suite. D'accord? Et vous allez voir encore en TD d'autres exemples. D'accord? Donc, vous avez le P, toute formule est équivalente à elle-même. Alpha de la même façon que je dis alpha est égal à alpha, je dirais que le alpha est équivalent à alpha. L'idempotence, donc là, je peux le prouver en utilisant la table de vérité. Si vous essayez de tracer la table de vérité de P et P, vous allez trouver exactement que c'est la même que le P. Donc, les deux, elles sont équivalentes parce qu'elles ont une même table de vérité. Et d'autres. Donc, ça, c'est des équivalences qui sont vérifiées. Qu'est-ce que ça signifie que je mets ce symbole entre deux formules? Ça veut dire ce couple de formules vérifier cette relation d'équivalence. C'est ça le sens, parce que c'est une relation. D'accord? Une relation en maths, un couple vérifie la relation. Donc, c'est un couple de formules qui vérifie cette relation. D'accord? Ah. Donc, j'ai le non en P qui est équivalent à P. Donc, en syntaxique, on peut écrire non en P égale le tout. On a déduit le P. C'est pas on a déduit le P à travers non en P. C'est la règle d'élimination de nom. Mais par contre, là, c'est une équivalence parce qu'on parle de sens. On a introduit l'interprétation. Ça veut dire ils sont vrais ou fausses pour les mêmes lignes. C'est ça le sens. Donc, non en P, la véracité, la valeur de vérité de non en P et la valeur de vérité du P sont égales pour les mêmes instantiations. D'accord? Donc, pour chaque ligne, si le P est égal à vrai, le non en P est aussi égal à vrai. Si le P est égal à faux, le non en P est égal à faux et inversement. Si le non en P est égal à vrai, le P aussi est égal à vrai. C'est ça le sens. Ils ont le même table de vérité. D'accord? Donc maintenant, je ne sais pas si vous arrivez à... je cherche plutôt à trouver... à vous retrouver si vous voulez. Parce que je ne vois pas le chat. Il est où? Il est là. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer. On va avancer. Équivalent à égal. Tout à fait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré vous l'expliquer à travers l'égalité. L'égalité parce que c'est aussi une relation d'équivalence, l'égalité. D'accord? C'est une relation d'équivalence, c'est-à-dire elle vérifie les propriétés de réflexivité, transitivité et symétrie. Elle est symétrique. Très bien. Donc, maintenant, j'ai dit qu'on va vous annoncer encore d'autres outils qui vont vous permettre de déduire ce qui est vrai à travers ce qui est vrai. On commence par la substitution, qui est cas particulier de remplacement, si vous voulez. On va voir, donc, on commence par la substitution. Qu'est-ce que ça signifie substituer? Le terme en lui-même, ça veut dire remplacer.
Donc, je remplace quoi par quoi? Donc, si je prends une formule, elle est composée d'un ensemble de variables propositionnelles plus les conducteurs. Je remplace une variable propositionnelle dans une formule par une formule. Je peux remplacer par exemple, je peux remplacer dans la formule P flèche Q, je peux remplacer le P par P ou R. Donc, je vais obtenir P ou R flèche Q. Voilà. Donc, c'est un remplacement. Je remplace quoi? Je remplace une variable propositionnelle par une sous-formule. Je vais dire une sous-formule parce qu'elle va être incluse dans une formule. Voilà. Cette opération de substitution, elle préserve une certaine propriété dans le cas où la formule alpha de départ dans laquelle j'ai fait un remplacement, elle est valide, ça veut dire c'est une tautologie. Si je remplace l'énoncé du théorème de substitution est le suivant. Si je remplace une variable propositionnelle dans alpha, qui est une tautologie, par n'importe quelle formule, c'est vraiment vaste, je dis n'importe quelle formule, bêta, je vais obtenir une autre formule qui est elle aussi une tautologie. Je ne sais pas si vous avez compris, on va vous donner un exemple, ça va bien voir tout de suite. Si je prends par exemple cette formule PQ ou non PQ, vous êtes d'accord, peut-être que vous avez prouvé en algèbre qui est équivalente à Q, tout court. Donc, soit en utilisant la table de vérité, soit en utilisant autre chose qu'on va voir par la suite. Le théorème de remplacement qu'on va voir suite à le théorème de substitution, qui suit le théorème de substitution. Donc, je répète, prenons cette formule. Cette formule-là, c'est une tautologie. Elle est tout le temps vraie. Parce que la première partie, la sous-formule I, n'est rien d'autre que le Q. Donc, j'aurai Q, double flèche Q. Vous êtes d'accord que la double flèche, elle est vraie quand les deux sont vrais ou encore quand les deux sont faux. Q, double flèche Q, vous êtes d'accord que Q et Q sont soit vrais les deux, soit fausses les deux. Et donc, ça rend toujours vrai. C'est une tautologie, elle est vraie. Ça veut dire quoi? Si vous remplacez le P ou vous remplacez le Q dans cette formule par n'importe quelle formule, je dis bien n'importe quelle autre formule, la formule reste toujours une tautologie. C'est-à-dire la formule obtenue après substitution reste toujours une tautologie. Ça, c'est un théorème, ce qu'on appelle le théorème de substitution, qui préserve quoi? Cette propriété de la validité d'une formule. Donc, la validité d'une formule, elle est préservée après substitution d'une variable, d'une formule, bien sûr, tautologique. Ça veut dire quoi? Si j'ai une formule qui est valide, et si je remplace n'importe quelle variable, à condition, faites attention, c'est de remplacer toutes les occurrences. Par exemple, là, j'ai plusieurs fois P, et je remplace P partout où il apparaît, par une formule. J'obtiendrai toujours une formule qui est une tautologie. D'accord? Madame, Un autre, oui. madame, c'est quoi le but des permutations? Pourquoi on fait des permutations? Permutation, c'est une substitution. Euh, À quel niveau j'ai fait une permutation? Vous parlez de substitution, je vais dire, je non. substitution, plutôt. Ça, et justement, chaque fois, je rappelle, le but, c'est d'obtenir des formules vraies à partir d'autres qui sont vraies. Parce que, vous vous rappelez, dans les déductions, qu'est-ce qu'on a prouvé depuis le début? On prouve des déductions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une formule est vraie à travers un ensemble. On essaie de déduire ce qui est vrai à travers ce qui est vrai. Donc, il ne faut pas perdre les fils. L'objectif du module entier, c'est le raisonnement. C'est quoi le raisonnement? Par définition, c'est déduire ce qui est vrai à partir de ce qui est vrai. D'accord? Donc, déduire ce qui est vrai à partir de ce qui est vrai. Donc là, on vous présente des outils qui vont vous permettre de déduire ce qui est vrai à partir de ce qui est vrai. Donc, si par exemple, vous avez une formule qui est vraie, qui est une tautologie, qui est valide, et vous faites une substitution, vous allez obtenir, grâce à ce théorème qui a été prouvé, une autre formule aussi valide. C'est une formule qui est un peu différente. Vous allez me dire différente.
Parce que si ce que vous avez l'habitude, par exemple, on va voir dans le remplacement, vous allez voir peut-être l'intérêt de ces théorèmes-là. Mais c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc, ça peut peut-être être touché en structure machine quand vous faites des circuits électriques. Circuits électroniques. Si vous faites, par exemple, si vous avez une sortie qui est tout le temps vraie, même si vous changez une variable, donc par un autre circuit. Rien que c'est une entrée, par exemple, de premier circuit, mais ça va être un autre sous-circuit. Vous allez obtenir tout le temps la même chose, par exemple. D'accord? C'est juste un exemple que je vous donne. Mais vous allez avoir encore d'autres applications au TD. L'objectif est toujours d'obtenir ce qui est vrai à travers ce qui est vrai. Pour nous, dans cette si on utilise la sémantique, on parle de validité de formule. On parle de tautologie. Une formule vraie, ça veut dire elle est tautologie. Elle est valide. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, madame. C'est très bien. Mais c'est ça, l'objectif, c'est obtenir ce qui est vrai, tautologie, à partir de ce qui a déjà été prouvé, par exemple, vrai. D'accord? C'est tout. C'est ça l'objectif. Donc, un autre théorème, c'est le théorème de remplacement. Alors là, ce théorème, vous avez l'habitude de le voir. C'est quoi le théorème de remplacement? Son objectif, si vous avez par exemple une formule qui contient une flèche, que vous remplacez et que vous remplacez la flèche par quelque chose qui lui est équivalente, à la flèche, vous allez obtenir une autre formule qui est équivalente à la première. C'est ce que vous avez l'habitude de faire en algèbre. Donc, celui ou celle qui a posé la question, est-ce que vous prouvez l'équivalence sans utiliser la table de vérité? Voilà ici un autre moyen. C'est le théorème de remplacement. Ça veut dire quoi? Si j'ai approuvé par exemple que cette formule est équivalente à celle-là, je vais prouver, donc je vais rendre la flèche, je sais qu'elle est équivalente à la négation d'une conjonction. Vous allez me dire encore une deuxième fois, comment est-ce que je vais prouver? J'ai dit que c'est à travers une table de vérité. Ça veut dire certaines équivalences, je ne peux pas s'en passer de table de vérité. Donc, je sais que ça est équivalente à ça. Pourquoi? Parce que P flèche R est équivalente à non P non R. Et en utilisant le théorème de remplacement, si je remplace une sous-formule par une autre qui lui est équivalente, j'obtiens une deuxième formule globale qui est équivalente à la première. C'est des choses que vous avez l'habitude d'appliquer sans leur donner leur nom. Ça veut dire sans parler complètement du théorème de remplacement. Mais cette équivalence en réalité, elle est garantie grâce à quoi? Elle est préservée grâce à quoi? Grâce à ce théorème de remplacement qui nous permet de remplacer des sous-formules dans une formule sans pour autant changer quoi que ce soit dans la formule globale. Donc, elle reste toujours la même, elle reste toujours équivalente. C'est clair? Donc, le théorème de remplacement, je remplace une sous-formule par une autre qui lui est équivalente. Ce que j'obtiens, on est sûr qu'il est équivalent à la première formule. C'est justement une deuxième méthode qui permet de prouver l'équivalence. Et puis, vous avez cette formule qui est équivalente à celle-là. Et celle-là, donc vous avez non P non R ou non P non R, c'est la même. Et grâce à quoi? C'est l'idempotence. J'aurai la même formule, non P non R. Donc, alpha ou alpha est équivalente à alpha. Donc, j'ai remplacé une sous-formule par quelque chose qui lui est équivalent. J'obtiens donc alpha double flèche Q qui est équivalente à celle-là. Et par transitivité, j'aurai la première qui est équivalente à la dernière. La transitivité de quoi? Transitivité de la relation d'équivalence. Si celle-là est équivalente à celle-là et celle-là est équivalente à celle-là, j'aurai la première qui est équivalente à la dernière par transitivité.
C'est clair? Donc, c'est un autre encore moyen qui permet d'obtenir, bien sûr, de même pour le théorème de remplacement. Si j'ai la première qui est une tautologie, et en appliquant le théorème de remplacement, je trouverai une autre formule, celle que je trouve aussi, elle est une tautologie. Parce qu'elle est équivalente à la première. Si la première est une tautologie, celle obtenue est une tautologie. Si la première est une ontélogie, la seconde obtenue est une ontélogie et ainsi. Donc elles ont exactement une même table de vérité parce qu'elles sont équivalentes. Voilà. Donc elles sont équivalentes. D'accord? Donc là aussi, un autre outil qui permet de déduire ce qui est vrai à travers ce qui est vrai. D'accord? Donc un autre exemple de théorème de remplacement. Donc on essaie de passer de P flèche Q à non P ou Q pour vous dire cette fois-ci que la sous-formule, vous essayez de chercher un équivalent, ça peut être la formule elle-même entière. Je reviens au schéma là, et ce bêta-là soit le alpha entier. Donc c'est le alpha que je vais remplacer par autre. J'obtiens une formule équivalente à la première. D'accord? C'est la raison pour laquelle on vous a donné notre exemple, pour vous dire que la sous-formule peut être la formule elle-même. D'accord? Donc de P double flèche Q, on essaie d'arriver ça. P flèche Q est équivalente à ça, par table de vérité. Et puis là, si vous voulez, on va distribuer, c'est la loi de De Morgan. Le non P, la négation d'une conjonction est une déjonction. Et puis, il ne faut pas oublier de préciter le P par une négation, le non Q par une négation. Et le non Q est équivalent à Q, pardon. C'est parmi les exemples qu'on a vus tout au début de l'équivalence par table de vérité. Non Q est équivalent à Q par table de vérité, ce qu'on appelle la double négation. Et par transitivité, j'aurai le P flèche Q qui est équivalent à P ou Q. C'est bon? Jusqu'au-là. Donc, s'il y a problème, s'il y a question, je suis prête à répondre. La sous-formule, donc, peut-être la variable propositionnelle. Là, on a vu une sous-formule qui est la formule globale elle-même. Mais elle peut être juste une variable. C'est le cas de théorème de substitution. Ça veut dire je ne peux pas remplacer une variable par une formule que si la formule de départ est une tautologie. Pour pouvoir obtenir une tautologie. La variable, je ne peux la remplacer que si la formule de départ est une tautologie pour obtenir une tautologie. D'accord? Si ce n'est pas le cas, les autres propriétés ne sont pas préservées. Donc, faites attention, substitution, ça concerne donc la variable proportionnelle. Et le théorème de remplacement, ça concerne une sous-formule de la formule. Voilà. Grâce à cette relation d'équivalence, on peut parler de ce qu'on appelle un système complet de connecteurs qui vient à travers quoi? Donc, on sait très bien que la déjonction, c'est équivalent à l'ensemble. C'est une chose qu'on peut prouver par table de vérité. L'implication est équivalente à ça. Un non alpha et un non bêta. Double flèche est équivalent à ça. Je répète, les trois équivalences peuvent être prouvées par table de vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers le nom et le et, je peux écrire n'importe quel autre connecteur. C'est ce qu'on appelle un système complet de connecteurs. Hein? Système complet de connecteurs, vous allez me dire quel est l'intérêt. L'intérêt, on le voit par exemple électronique, toujours dans les circuits électroniques, en se limitant à l'utilisation d'un ensemble de portes. Si on n'a pas toutes les portes, on peut se contenter des portes qu'on a pour tracer, par exemple, une fonction, pour établir le circuit d'une fonction, pour réaliser le circuit d'une fonction. Et donc, ça devient intéressant. Donc, je peux ne travailler qu'avec un certain nombre de portes et non pas toutes les portes.
pour réaliser notre circuit électrique. Je ne sais pas, électronique. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le système complet du connecteur. Maintenant, pour le définir, c'est quoi un système complet du connecteur? Un ensemble oméga de connecteurs est un système complet des connecteurs si je peux écrire le nom alpha en fonction des connecteurs d'oméga et le alpha et bêta en fonction de ce même ensemble de connecteurs. Si j'arrive à écrire le nom alpha et la conjonction en fonction du nouveau connecteur, je dis que l'ensemble est un système complet du connecteur. Si je prends par exemple la déjonction, vous êtes d'accord qu'avec moi que le nom, on ne peut pas l'enlever. Le nom tout seul, déjà, ça ne peut pas être un système complet du connecteur élémentaire. Il ne va pas me permettre d'exprimer la conjonction, la déjonction, la flèche, c'est pas suffisant. Par contre, le nom et le ou, ça peut être un système complet d'un connecteur qui remplace le nom et le et. Pour le prouver, je suis obligé d'écrire le nom, alpha, et la conjonction en fonction de ces nouveaux connecteurs. Donc, le nom alpha, c'est égal à même, c'est équivalent à même. La conjonction, le alpha et bêta, vous êtes d'accord qu'il est équivalent non alpha et non bêta. Donc, c'est pas encore terminé. Il faut arriver à quelque chose en fonction du nom et du ou. Il ne faut pas qu'il y ait le et. D'accord? Donc, on est en train d'écrire l'alpha et bêta en fonction du ou. On sait très bien que c'est égal à non alpha, non bêta. Vous pouvez me dire, alpha ou bêta, c'est égal directement à ça, si vous connaissez le résultat. Mais vous n'avez pas fait la preuve. Vous pouvez pardon me dire que c'est équivalent, c'est pas égal. C'est alpha et bêta équivalent à ça, mais vous ne l'avez pas prouvé. Si vous donnez directement le résultat, pour le prouver, vous pouvez tracer par exemple la table de vérité. C'est une façon de le faire. D'accord? Ou encore, vous le faites par étapes de cette manière. De cette manière-là, vous avez prouvé l'équivalence entre alpha et bêta et le non alpha ou non bêta. D'accord? Donc, vous avez deux façons de le faire. Soit vous le faites par étapes et le passage de chaque étape à une autre, vous dites qu'est-ce que vous avez utilisé, ou encore vous donnez le résultat alpha et bêta est équivalent à non alpha ou non bêta, et vous prouvez par table d'équivalence cette équivalence. Voilà. D'accord? Donc, vous pouvez le faire, les deux sont corrects. Les deux, je répète, sont corrects. Et faites attention, parfois, le résultat n'est pas assez trivial. Pour le i, on sait très bien l'écrire en fonction du o. Mais si on vous définit un nouveau système que vous ne connaissez pas du tout, des nouveaux connecteurs qu'on ne connaît pas du tout, ça ne sera pas trivial de trouver le résultat final. D'accord? Donc, c'est la raison. Donc, ça, sauf si c'est par tâtonnement. Ça veut dire que vous faites des essais jusqu'au trouver. Si c'est par tâtonnement, vous êtes obligé de passer par la table de vérité pour montrer l'équivalence. D'accord? Si vous le faites par étapes, c'est une façon de prouver l'équivalence. Les deux sont corrects. Ça veut dire que vous avez utilisé le théorème de remplacement. Ce que je remplace ça, tout ça qui est considéré une formule, par sa double négation, et ainsi, j'avance. Donc, j'utilise le théorème de remplacement pour passer d'une ligne à une autre. D'accord? Ou encore, je donne le résultat direct et je le prouve par table de vérité. Les deux sont corrects. Je vous laisse à titre d'exercice de prouver que le système non et flèche est un système complet du connecteur. Que l'ensemble, non et flèche est un système complet du connecteur. Sachez aussi, il faut savoir, donc peut-être comme je ne suis pas en très très bonne santé, peut-être je vais rajouter une idée, que ça existe un autre ensemble
qui est composé d'un seul connecteur, qui est un système complet de connecteurs. Je répète, d'un seul, c'est pas deux. L'idée, ça vient de son auteur, c'est ce qu'on appelle Schaeffer. J'espère que je ne me suis pas trompée. Parfois, dans la littérature, on trouve A avec deux points, je ne sais pas, mais avec E peut-être. Mais c'est l'auteur. Vous faites une petite recherche, vous allez trouver l'historique d'ailleurs, même de cette invention, si vous voulez. Donc, déjà avant de donner cette part de cet auteur, je vous fais certaines remarques. Une déjà que j'ai déjà faite, la négation toute seule, ça peut pas être représenté un ensemble complet de connecteurs. Le non et le et, c'est un système complet de connecteurs. Ça veut dire si je rajoute n'importe quel autre connecteur, ça reste toujours un système complet de connecteurs. D'accord? Ça veut dire je peux par exemple faire une extension, je rajoute le coût, des jonctions, je rajoute l'implication, sachant que c'est pas le plus petit, mais ça reste un système complet de connecteurs parce que je peux exprimer le non alpha et le alpha et bêta en fonction de cet ensemble de connecteurs. Donc la définition reste toujours valable. D'accord? J'ai dit que ça existe un autre connecteur qui est tout seul et que vous connaissez même. Peut-être vous ne connaissez pas son appellation, vous l'appelez autrement. C'est ce qu'on appelle la part de Schaeffer. L'idée vient d'où? J'ai dit, on a essayé, l'auteur a essayé à travers de deux variables. Parce que quel est le problème? Le problème, c'est d'ailleurs d'écrire le nom. Si j'aurais un seul connecteur, le alpha et bêta, le problème, je peux le réécrire avec ce nouveau connecteur. Et comment est-ce que je vais écrire la négation sans même le alpha et bêta, je trouverais peut-être de difficultés s'il n'y a pas de négation. C'est la négation qui pose problème. Donc, il me faut la négation. Donc, il a essayé de tracer l'ensemble des fonctions, toutes les fonctions possibles que je peux avoir rien qu'avec deux variables propositionnelles. Deux variables propositionnelles, vous avez l'habitude de faire cette instruction machine. Deux entrées, combien de sorties je peux avoir? D'accord? Deux entrées, sachant on a 4 cas possibles, donc j'aurai 16 fonctions différentes, c'est 2 à la puissance 4. Donc si des combinaisons, je vais changer la couleur sur rouge, c'est une erreur, donc ça représente les mêmes, ça doit se tracer en utilisant la même couleur, donc ça c'est noir, il n'y a pas de particularité en ça. Pardon? Donc il y a exactement 16 fonctions. Donc, je cherche parmi ces combinaisons, parmi ces fonctions, celle qui me rend, si j'essaie de chercher la négation du A, par exemple, ça veut dire qu'il faut trouver une colonne pour laquelle la fonction, elle vaut faux quand le A est vrai, et elle vaut vrai quand le A est faux. Et donc, je répète, donc on cherche des fonctions pour lesquelles la fonction, elle vaut faux quand le A est vrai. C'est pour trouver la négation du A. Et elle vaut vrai quand le A est faux. Donc, c'est les fonctions F9, 11, 13 et 15 qui vérifient cette condition. Donc, la 11e, c'est exactement la négation de P. La 13e, c'est la négation du A. Donc, ce qui reste, c'est le F9, et le F15. Donc, Schaeffer, il a pensé plutôt à cette combinaison. Qu'est-ce que ça signifie, cette combinaison? Ça veut dire qu'il a essayé de trouver la table de vérité de ce nouveau connecteur qui va être tout seul un système complet de connecteurs. Donc, vous avez la combinaison des deux variables et vous avez la fonction. Donc, cette table de vérité, vous la connaissez. Elle est égale à faux quand le A et B égale à vrai. Elle est égale à vrai partout ailleurs. Donc, ça représente quoi à votre avis? Donc, c'est une table de vérité
du nouveau connecteur que Schiffer a présenté en barre verticale ou encore il l'a parfois dans la littérature, je pense, représenté par une barre orientée vers le haut. Donc c'est une flèche plutôt orientée vers le haut. Est-ce que maintenant vous avez une idée sur cette fonction? Donc c'est la table de vérité de quel connecteur? C'est quelque chose que vous connaissez. Qu'il est faux quand les deux sont faux. C'est égal à quoi? Donc il s'agit de quelle porte? Vous avez l'habitude d'utiliser des portes dans ces structures machines. Donc il s'agit de quelle porte? Donc on connaît peut-être une porte qui est vraie, qui n'est vraie que si les deux sont pas vrais. Maintenant celle-là elle est fausse quand les deux sont pas vrais. Donc il s'agit de quelle porte si vous voulez? Il s'agit de quel connecteur? Il s'agit de quelle combinaison? Est-ce que vous avez F9? C'est pas l'implication pour le F9? Le F9, elle est là. Non, l'implication, elle est fausse plutôt, c'est pas quand les deux sont pas vrais. Elle est fausse quand vous avez le vrai faux. On va chercher l'implication, elle est où? L'implication, elle est là, c'est le F5. Parce qu'elle est faux quand j'ai la combinaison vrai-faux. Elle est faux par là. Donc c'est le F, qu'est-ce que j'ai dit? Le F5. D'accord? A flèche non, B, ça peut être le A flèche négation. C'est possible que ça soit équivalent à au connecteur auquel je pense. Hein? Ah, Marie. Je vais chercher si c'est équivalent. Mais il y a une chose que vous connaissez, c'est des portes. Donc c'est des connecteurs que vous connaissez déjà. Ils portent un certain nom. C'est pas une... Merci, tout à fait. Tout à fait. Yassine, merci. Possible, mais possible que ça soit équivalent à qu'est-ce qu'elle a proposé votre collègue. Amine, c'est A flèche. Non, mais ça peut être le cas, je vais le vérifier. Je suis pas si rapide pour vous donner la réponse tout de suite, mais je vais vérifier si c'est équivalent à Inde ou pas. Donc c'est le note Inde, merci. Donc si c'est le cas, que représente la F15? La F15. La F15, c'est l'inverse, c'est pas l'inverse, tout à fait l'inverse, mais elle n'est vraie que les deux sont faux. Donc on connaît par contre un autre connecteur, une autre porte, qui n'est faux que si les deux sont fausses. Merci, c'est le note OR, tout à fait. Donc c'est le note AND et le note OR. C'est les deux tables de vérité. Et vous avez appris en structure machine qu'à travers le note AND, le NAND et le NOR, vous pouvez tracer n'importe quel circuit électrique. Donc pourquoi? Parce que en lui seul, c'est un système complet de connecteurs. D'accord? Donc voilà. Donc la première, c'est le note AND, c'est la flèche en haut, orientée vers le haut. C'est elle seule un système complet de connecteurs. Pour prouver qu'il s'agit d'un système complet de connecteurs, on revient à la définition. Il faut écrire le nom A en fonction de ce nouveau système et il faut écrire la conjonction en fonction de ce nouveau système. Vous êtes d'accord que la négation de A, c'est égal à la négation de A et A. Pourquoi? C'est plutôt équivalent parce que tout simplement le A est équivalent à A et A, c'est les d'importance. D'accord? Donc, vous avez la négation de A et A suivant la définition de cette flèche. C'est le A flèche en haut, A. D'accord? Donc, pareil, soumis à l'esprit, oui, merci, c'est le mot très bien. Donc, pareil, pour écrire la conjonction en fonction de ce nouveau système de connecteurs, donc le A et B, c'est équivalent à non A et B. Donc, on sait très bien que le non A et B tout seul, c'est A flèche en haut B, que la négation, on l'a déjà écrit,
la négation d'une formule alpha, c'est alpha flash en haut, alpha. C'est quoi alpha? Si on a fait un renommage, c'est le A flash en haut, bêta. D'accord? Donc, on a pu écrire la négation du A en fonction du flèche en haut. On a pu écrire la conjonction en fonction du flèche, rien que du flèche en haut. Ça veut dire que le flèche en haut est un système complet du connecteur. Pareil pour le note A. Je vous laisse en exercice de prouver qu'il s'agit d'un système complet du connecteur. Maintenant, si je vous demande un travail à remettre, ça sera ces deux exercices. Donc, ils sont très rapides. Vraiment, c'est très rapide. Ça me permettra de voir est-ce que vous avez bien suivi le cours, c'est tout. Le reste, pour la série TD, c'est les enseignantes, vos enseignantes de TD qui vont vous demander des devoirs. Peut-être exceptionnellement, on l'a fait la semaine passée parce que j'ai traité quand même quelques questions des exercices de la série TD. Très bien. Donc, je pense que je m'arrête ici. Reste à vous définir la forme normale. Donc, si on a un système complet de connecteurs, donc on a démarré du nom et en tant que système complet du connecteur, si on lui rajoute le ou, on va pouvoir écrire ce qu'on appelle forme normale conjonctive, forme normale déjonctive. Vous êtes d'accord que essayer de réécrire une formule en utilisant les symboles de système complet du connecteur, ça ne veut pas dire qu'on a simplifié. Vous voyez très bien là une conjonction, comment est-ce qu'on va l'écrire en fonction de flèche en haut. Rien qu'une conjonction. D'accord? Donc le passage d'un système à un autre, ça ne veut pas dire, la plupart des étudiants parlent de simplification. Ce n'est pas tout le temps le cas. D'accord? Donc le passage d'un système à un autre, ça ne veut pas dire qu'on a simplifié. On va prendre encore une autre écriture. Autre écriture qui est, si vous voulez, plus standard. C'est les formes normales déjonctives, forme normale conjonctive. L'objectif de trouver ces deux écritures plus standards, c'est quoi? C'est qu'elles seront faciles, on va voir par la suite. C'est des écritures qui vont nous permettre de trouver facilement ce qu'on appelle le modèle et le contre-modèle d'une formule. Je répète, donc on va la semaine prochaine vous définir ce qu'on appelle la forme normale conjonctive, la forme normale déjonctive. C'est des formes standards d'écriture des formules propositionnelles. L'objectif, là, un étudiant va poser la question pourquoi tout ça? L'objectif toujours, c'est de pouvoir trouver des formules valides à travers d'autres formules valides. Donc, c'est de prouver, par exemple, qu'une formule est satisfiable, qu'elle peut être à un moment donné vraie. Elle peut être, donc on cherche une instantiation pour laquelle elle est vraie. Ça veut dire on cherche un modèle. Une des façons, j'ai dit, plus facile de trouver un modèle ou contre-modèle, qui va nous permettre de trouver facilement un modèle d'une formule ou un contre-modèle d'une formule, c'est l'écriture de ces formules en ce qu'on appelle forme normale conjonctive ou encore forme normale déjonctive. Ces deux formes normales utilisent ce qu'on appelle un littéral, utilisent les connecteurs, la négation, la conjonction et la déjonction. Donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, c'est ce qui nous reste, les deux formes normales, et puis le lien entre la sémantique et la syntaxique. Parce qu'on se pose la question, quel est le lien, quel est l'objectif de tout ça, où on va aller. Donc, l'objectif, c'est toujours le même, c'est déduire ce qui est vrai à travers ce qui est vrai. Donc, c'est de faire le raisonnement. Si vous n'avez pas de questions à poser, peut-être que je m'arrête ici pour cette semaine. C'est largement suffisant comme cours pour faire la série TD. Reste, j'ai dit, forme normale déjonctive et conjonctive, plus le lien entre les deux. On va faire la semaine prochaine, Inch'Allah, et on commencera le nouveau chapitre. S'il n'y a pas de questions à poser, merci à vous. Merci tout le monde. Merci Marwa. Merci Selma. Merci à vous tous. Tout et à vous tous. Merci à vous. Alors, Merci à bonne vous. journée. Merci. Bonne journée à vous. Donc, je